Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est d'ailleurs la toute première vidéo de l'année 2025, donc je tiens à vous souhaiter une très belle année et j'espère qu'elle sera remplie de belles découvertes livresques. Et qui dit première vidéo de l'année dit rétrospective de l'année dernière. Et donc on va attaquer avec le bilan de 2024. Bilan qui sera composé comme d'habitude de 3 parties. On va d'abord parler des mentions honorables. Ensuite, on fera un petit point sur les lectures qui n'ont malheureusement pas été à la hauteur. Et enfin, on terminera par le meilleur, la crème de la crème, les coups de cœur que j'ai pu avoir lors de cette année littéraire. Donc on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo avec un roman que j'ai déjà évoqué à maintes reprises sur cette chaîne, à savoir Dans la forêt de Jean Higland, publié chez Gallmeister. Dans ce livre, nous suivons le quotidien de 2 sœurs, Eva et Nell. Celles-ci vivent au cœur d'une forêt isolée dans l'état de Californie, mais leur quotidien se déroule dans un monde qui ne ressemble plus au nôtre. Il n'y a plus d'électricité, plus de moyens de transport, étant donné qu'il n'y a plus de pétrole. Les 2 sœurs ne peuvent plus aller sur internet, ni même passer des appels téléphoniques. Bref, notre civilisation s'est totalement effondrée. C'est un roman que j'ai sorti de ma pile à lire en début d'année parce que j'avais envie d'une part de lire quelques reliques de ma pile à lire personnelle, celui-là prenant la poussière depuis bientôt 4 ans, et d'autre part, j'avais aussi envie de sortir de ma zone de confort. Même si j'aime bien la science-fiction, je lis très peu de romans de ce style et encore moins de science-fiction où les personnages sont vraiment au cœur du récit, où il y a finalement que très peu d'action. Mais au vu du coup de cœur que j'ai eu pour Clara et le soleil l'an passé, je me suis dit que j'allais tenter le coup et j'ai vraiment bien fait. Dans la forêt a été une lecture marquante et il se devait de faire partie de mes mentions honorables. Le roman relate donc le quotidien de Nell et Eva, 2 sœurs vivant dans une forêt isolée de l'état de Californie, et le tout prend la forme d'un journal intime où Nell retranscrit ses journées, ses doutes, ses joies, ses questionnements, mais également sa vie d'avant l'effondrement et d'avant la solitude. C'est un roman puissant et prenant où l'autrice parle de sororité, de la connexion à la nature, du retour à l'essentiel, mais également de comment on peut réagir face à une telle situation. Entre Nell qui est plutôt pragmatique, qui pense sur le long terme aux meilleures façons de faire face à toutes les situations qui pourraient se présenter à elle, mais qui pense également que l'effondrement n'est qu'une chose temporaire et qu'un jour la situation va évoluer et la vie d'avant va reprendre ses droits. Et de l'autre côté, on a Eva qui continue de profiter de chaque instant, de danser, même si ça semble totalement futile dans cette situation. Eva qui est consciente qu'elle doit composer avec cette vie, qu'elle doit profiter de chaque instant, de continuer à danser parce que c'est la seule chose qui la fait vibrer, sinon sa santé mentale vacillera. Et j'ai beaucoup aimé le fait que l'autrice ne nous donne pas son avis, ne nous dit pas qui entre Nell et Eva a raison ou a tort. Les 2 pensées se complètent et ce serait de la mauvaise foi de les opposer, surtout quand on voit leur interaction. J'avais également beaucoup aimé la plume de l'autrice qui est très poétique et je vous avais d'ailleurs partagé quelques extraits dans la vidéo Update Lecture que je vous remettrai dans le petit i. La seule chose qui fait que ce roman n'est pas dans la catégorie des coups de cœur, c'est la présence d'une scène totalement inutile qui romantise quelque chose qui est pas du tout romantique. Cette scène, même si je m'y attendais et que je m'y étais préparée, puisque mon alarme scène gênante était allumée, m'a temporairement sorti de l'histoire. Une fois que tout ça était terminé, j'ai pu me replonger dans le récit, mais c'était plus pareil. J'avais un arrière-goût amer et il a fallu du temps pour que ça s'estompe. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que sans cette scène, j'aurais pu considérer Dans la forêt comme mon tout premier coup de cœur de l'année. Néanmoins, abandonner ce roman, ignorer tout ce qui s'était passé avant, tout ce que j'avais ressenti, ça me semblait aussi inimaginable. Je ne pouvais pas balayer tout l'amour et la compassion que j'avais pour Nell et Eva, tout l'intérêt que j'avais pour le livre à cause d'une seule scène.
Et encore aujourd'hui, à chaque fois que j'en parle, c'est en bien. Et je pense que vous avez pu vous en rendre compte dans différentes vidéos que j'ai faites au cours de l'année 2024, je n'ai pas cessé de le conseiller. Donc pour moi, Dans la forêt a sa place dans mon bilan, certes dans la catégorie des mentions honorables et non dans les coups de cœur, mais au vu du nombre de livres qui ne rentreront même pas dans cette catégorie, ça ne me paraît pas du tout être une punition pour ce roman. D'ailleurs, je termine avec ça. L'autrice a récemment publié une suite qui s'intitule Le temps d'après et qui se déroule 15 ans après les événements du précédent roman. Personnellement, même si j'étais sceptique vis-à-vis de l'utilité d'une suite, je suis très curieuse de découvrir ce roman et de me replonger dans cet univers, voir comment l'autrice a fait évoluer tout ça et puis retrouver Nell et Eva qui sont deux personnages qui auront définitivement marqué mon année. Ensuite, on va quitter le post-apo et les questions philosophiques pour une suite de saga que je n'attendais pas forcément, mais qui m'a beaucoup plu, à savoir le tome 2 des dossiers du voile qui s'intitule L'affaire Circé. C'est toujours écrit par Adrien Thomas et publié par Fleurus. Cette suite se déroule quelques mois après les événements du premier tome où nous retrouvons Tia, le lieutenant de la brigade des régulations des espèces magiques de Paris, qui revient de vacances bien méritées. Néanmoins, les bienfaits de ces vacances vont rapidement s'évaporer puisque, à peine revenu, un attentat se produit dans Paris. Cependant, cet attentat est loin d'être un fait isolé et c'est la communauté internationale du voile qui se retrouve menacée. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'une suite voie le jour puisque le premier tome avait été pensé comme un one-shot et tout trouvait une résolution satisfaisante. Après, je faisais confiance à l'auteur pour trouver une ouverture cohérente et une intrigue qui tiendrait la route et qui ne détruirait pas tout ce qui avait été mis en place lors du précédent volet. Et j'avais raison de lui faire confiance parce que ce deuxième tome est, chose rare, encore meilleur que le premier. J'ai adoré voir comment l'auteur a travaillé son univers et il lui a donné une réelle ampleur. On a un univers, un lore très riche où différentes influences et cultures se mélangent sans jamais donner l'impression d'un melting pot sans cohérence. Et Dieu sait que lorsque je vois qu'on mélange Baba Yaga, les chevaliers de la table ronde, les dragons et encore d'autres éléments venant de 1001 cultures différentes, je fronce les sourcils parce que je me demande où sera la cohérence dans l'univers. C'est également un excellent divertissement, il y a beaucoup d'action, de retournements de situation, de suspense, donc c'est impossible de s'ennuyer et de trouver le temps long en lisant ce roman. Personnellement, je l'ai lu très rapidement parce que j'étais immergée dans l'histoire et qu'à aucun moment j'avais envie de lâcher le livre. Les personnages qui étaient un petit peu plus absents et transparents dans le premier tome ont un développement tout à fait satisfaisant. Je pense au personnage de Dina que l'auteur a vraiment bien travaillé. Il a brisé la carapace de Madame je sais tout pour en faire un personnage intéressant à suivre avec sa propre complexité et son propre caractère. La seule chose qui m'a vraiment gênée et qui empêche ce roman d'accéder au stade des coups de cœur, c'est la fin. Les protagonistes doivent faire face à une menace terrifiante et pour contrer tout ceci, ils élaborent donc un plan. Plan qui est décrit comme imparfait avec beaucoup de zones d'ombre, d'incertitude et qui à tout moment peut dérailler. Mais bizarrement, les choses se déroulent comme sur des roulettes. Et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, que ce soit dans les livres, les films ou encore les séries télé. Je trouve que c'est un ressort scénaristique très facile. Après, j'ai été ravie de retrouver cet univers, ces personnages, de découvrir une nouvelle menace et un tel complot. J'ignore s'il y aura un tome 3, je pense pas que ce soit dans les tuyaux de l'auteur, mais s'il s'avère qu'une suite est en cours, eh bien je serais ravie de la découvrir. Le troisième livre qui fait partie de cette catégorie mention honorable et Personne ne gagne de Jack Black à retrouver aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Personne ne gagne raconte l'histoire de Jack Black, de son vrai nom Thomas Callaghan, un hors-la-loi ayant sévi dans l'ouest des États-Unis et du Canada à la fin du 19e et au début du 20e siècle. On découvre comment, grâce aux histoires de Jesse James et sa bande, il se retrouve sur les routes à vivre une vie hors des sentiers battus et comment il évolue petit à petit dans la hiérarchie des hors-la-loi. Mais l'auteur parle également des différentes peines de prison qu'il va effectuer, de son addiction à l'opium et puis comment petit à petit il décide de raccrocher et de vivre une vie bien plus classique.
J'avais hésité à mettre Anne de Windy Willow de Lucy Maud Montgomery à cette place, mais Anne est une occupante récurrente de mes vidéos bilan depuis que j'ai découvert le premier tome, donc je pense que pour cette fois, je peux la mettre de côté et mettre en avant un autre titre de l'éditeur qui contient une ambiance radicalement différente. Et puis comme je le disais auparavant, il faut faire des choix et n'en sélectionner que 5, c'est le jeu. Bref, j'ai beaucoup aimé découvrir la vie de Jack Black et me plonger dans cette ambiance qui sent bon la poussière, le western, la liberté, où des grands paysages défilent à perte de vue. C'est un roman très intéressant et qui porte une vision novatrice de la justice, puisque l'auteur, ayant vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e, a subi beaucoup de punitions corporelles, d'humiliation et qui n'ont eu que pour effet de l'enfoncer encore plus dans la voie du banditisme de grand chemin. Le seul regret que j'ai vis-à-vis de cette lecture, c'est que l'auteur ne s'attarde pas sur l'après, sur les difficultés qu'il a dû rencontrer pour se réinsérer dans la société, sur le jugement des autres, et je pense que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant à raconter, puisqu'il fait preuve d'une sincérité sans borne avec son lecteur. Je ne vais pas m'appesantir davantage sur ce roman puisque j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, notamment sur ma vidéo des livres que je conseille d'offrir pour les fêtes de fin d'année, vidéo que je vous remets dans le petit i si ça vous intéresse. Je suis vraiment ravie d'avoir eu l'occasion de découvrir ce livre et l'histoire hors du commun de Jack Black et d'avoir un petit peu quitté ma zone de confort puisque j'aime pas beaucoup lire des autobiographies ou des biographies dont je trouve la narration très froide et dont la mise à nu des événements peut me mettre un petit peu mal à l'aise. Ici, c'était pas du tout le cas parce que c'est pensé et écrit comme un grand roman d'aventure, mais ça n'empêche que tout ce qu'a écrit Jack Black est véridique et que je vous conseille de découvrir sa vie et son œuvre. Avant-dernier livre de cette catégorie, et j'avais envie d'y mettre un livre dont je n'attendais rien, à savoir Super méchant débutant, écrit par John Scalzi et publié par la maison d'édition La Talente. Dans Super méchant débutant, on suit le personnage de Charlie, un loser qui a récemment divorcé, perdu son travail et gagne sa croûte en faisant des remplacements dans des collèges où il n'est pas du tout respecté à sa juste valeur. Mais sa chance pourrait peut-être bien tourner puisque son oncle Jack, avec qui il n'avait aucun contact, est en réalité un milliardaire et ce dernier vient de passer l'arme à gauche. Et c'est Charlie qui est choisi comme héritier. Cependant, pour toucher l'héritage, il va devoir prendre les rênes d'une entreprise de Jack et cette entreprise est plutôt particulière étant donné que l'entreprise met en place des actions de super méchants. C'est ma bibliothécaire qui m'a conseillé ce livre et dès que son conseil a été formulé, j'ai pris le livre, je l'ai lu et je l'ai adoré. D'autant que, comme je disais au début, je n'attendais rien de ce roman, je ne connaissais pas du tout l'auteur et je n'ai pas eu de grande réussite avec les livres du catalogue de la maison d'édition. Mais c'est un roman super fun qui est rempli d'humour et d'action et qui parodie un peu les grands films d'espionnage comme James Bond ou encore les films de super-héros comme Les Indestructibles. Oui, l'image m'est apparue d'un coup quand j'écrivais cette vidéo, mais ça ressemble un peu aux Indestructibles, les capes et les super-pouvoirs en moins. Certes, la narration est basique, le style d'écriture est très simple et ne casse pas trois pattes à un canard, et ça n'a pas la prétention de révolutionner le genre, mais c'est fun et ça se lit super facilement. Il y a plein de trouvailles comme des dauphins syndicalistes, il y a de l'humour, de l'action, des personnages attachants, et c'est tout ce qu'il me fallait. J'ai pris un réel plaisir à découvrir ce qui se cachait derrière Super méchant débutant et je pense que le roman, même si c'est pas du Shakespeare, mérite de se retrouver dans cette section du bilan de fin d'année. Et enfin, j'avais envie de vous parler du tome 2 des Mémoires de la forêt, à savoir Les carnets de Cornelius Renard, qui est écrit par Michael Brun-Arnaud et publié chez l'École des loisirs. Dans ce deuxième tome, nous retrouvons Archibald de Renard, le libraire de Belle-Écorce, tandis que celui-ci prépare les festivités d'automne comme tous les commerçants et habitants de la ville. Mais ce dernier va recevoir une visite plutôt inattendue à sa librairie. Effectivement, il reçoit Célestin Loup qui prétend, titre de propriété à l'appui, qu'il est le véritable propriétaire de la librairie Belle-Écorce et il va donc mettre le renard à la porte. Mais Archibald est bien décidé à découvrir la vérité et il va donc mener l'enquête avec son neveu Bartholomé, un jeune renard à la santé fragile.
C'est une saga de romans que j'ai découvert l'an dernier puisque j'avais eu l'occasion de lire le premier tome lors du Pumpkin Autumn Challenge. J'avais eu un coup de cœur pour ce premier tome et j'avais même hésité à l'inclure dans mon bilan, mais finalement, au vu de son succès indéniable en librairie, je lui ai préféré Bruxelles de Éléonore de Villepoix avec son histoire décalée et ses personnages improbables mais terriblement attachants. Donc j'ai voulu inclure le tome 2 dans la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de cette année et ça a été une excellente lecture mais malheureusement pas le coup de cœur escompté. Je pense que l'auteur avait mis la barre tellement haute que c'était difficile de surpasser ce premier tome, que ce soit en termes d'intrigue ou en termes d'intensité des émotions ressenties. Je dis pas du tout que ça a été une mauvaise lecture ou qu'à un quelconque moment j'ai été déçue, sinon il ne se retrouverait pas dans cette vidéo ou du moins pas dans cette section. Mais les thèmes abordés étaient touchants et encore une fois l'auteur les a traités de façon intelligente sans jamais tomber dans le manichéisme. Les personnages étaient attachants et j'aime beaucoup leur interaction très bienveillante. On a également cette petite pointe de douceur et de cocooning qui se dégage et dans lequel on peut s'immerger grâce aux différentes pâtisseries, au travail des couleurs, des odeurs ou encore des paysages. Cependant, ça joue un peu dans les détails. Je comprenais pas bien ce qu'était un orage du cerveau et ce qui le différenciait de la maladie de l'oubli-tout, tant les symptômes présentés dans le récit sont proches, ce qui fait que j'ai eu du mal à voir où était l'enjeu dramatique à ce niveau-là. Et je pense qu'il m'a manqué quelques petites scènes un peu plus solennelles où le temps semble suspendu et où les émotions finissent par prendre le dessus. Mais à part ça, c'était une lecture très agréable, très douce, grâce à laquelle j'ai pu me replonger avec plaisir dans le monde de Belle Écorce et j'ai hâte de découvrir le tome 3 qui s'intitule L'Esprit de l'hiver. Peut-être que je me réserverai ce tome 3 pour la fin de l'année, une fois que le Pumpkin Autumn Challenge est passé. On passe désormais aux déceptions et j'en ai eu quelques-unes malgré une année de lecture assez positive, sans trop d'éclat non plus puisque je vous spoil un petit peu la suite de la vidéo, mais je n'ai eu que 4 coups de cœur cette année et j'ai très mal débuté l'année puisque j'ai voulu sortir de ma pile à lire L'épouse de bois qui est un roman signé par Terry Wilding et publié chez Les Moutons électriques. On suit l'histoire de Maggie, une poétesse et biographe qui, suite au décès d'un poète avec qui elle entretenait une correspondance épistolaire, va déménager et habiter dans la maison du dit poète qui est située dans une petite ville au cœur de l'Arizona. Cependant, une fois que celle-ci emménage, d'étranges phénomènes vont se produire et Maggie se rend compte que tout ça a peut-être un lien avec la mort de Davis Cooper, le poète avec qui elle échangeait justement. C'est un roman que j'avais dans ma pile à lire depuis quelques années à la suite d'un swap sur la diversité dans la littérature de l'imaginaire. J'avais été intriguée par la couverture, par le résumé et par les commentaires qui vantaient l'ambiance particulière. Eh bien, la couverture est peut-être très jolie, mais le contenu est plus que décevant. Je me suis ennuyée du début jusqu'à la fin. Le roman n'est qu'une succession de scènes qui n'ont aucun lien logique et qui ne permettent pas d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose légitimement. L'enquête est très mal gérée et on ressasse toujours les mêmes éléments en boucle. Et au lieu de se concentrer sur l'essentiel, sur son intrigue, son avancée et sa pertinence, l'autrice s'attarde longuement à décrire les bars dans lesquels les personnages boivent des bières, les vêtements de ceux-ci, les plats qu'ils et elles vont manger, enfin, que du superflu, surtout quand on n'arrive pas à mettre ces éléments au service d'une ambiance générale. Ambiance que je cherche toujours d'ailleurs. Je pensais découvrir un roman un peu surnaturel où le désert serait un personnage à part entière. À la place, il n'y a rien de réellement fantastique ou même d'abouti. Et la seule ambiance qui ressort est celle d'une romance harlequin tout à fait dispensable. Et ne parlons pas des personnages qui m'auront tout simplement exaspérée. Maggie n'est pas un personnage attachant. Elle a une attitude très désinvolte et nonchalante et en totale contradiction avec les événements qu'elle va vivre et le peu de ressenti qu'elle va décrire lors du roman. Je ne vais pas m'attarder davantage sur ce livre puisque j'ai déjà été assez sévère avec celui-ci durant ma vidéo update lecture et ça ne sert à rien de frapper à nouveau dessus. Mais vraiment, j'ai pas été séduite par ce roman et je crois que je ne lirai pas d'autres livres écrits par cette autrice.
Ma deuxième grosse déception a été le roman Soi de Alessandro Barrico, publié chez Folio. Très rapidement, Soi va raconter le parcours d'un négociant de verre à soie qui part vers le Japon afin de trouver la matière première pour son commerce, étant donné que les verres à soie du Moyen-Orient ont été contaminés et ils ne sont plus exploitables. J'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce roman puisque Alessandro Barrico, c'est un auteur qui a pas mal de succès dans le book club auquel je participe et je pensais que j'allais moi aussi partager cet avis plus que positif sur ses romans et plus spécifiquement sur Soi. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Au contraire, j'ai vraiment subi ma lecture de A à Z et si le roman n'était pas aussi court, je ne serais tout simplement pas allée au bout. La narration est très répétitive et si j'aime les effets de répétition, j'aime aussi quand c'est bien géré et bien utilisé. Or, dans un roman d'une petite centaine de pages et utilisé au moins 4 ou 5 fois, ça devient très vite lassant. Ça ne rythme pas le récit, ça le plombe. L'histoire est vraiment trop rapide, trop bâclée et les différents éléments de questionnement arrivent comme un cheveu dans la soupe. C'est beaucoup trop brusque, peu naturel et comme la narration ne parvenait pas à m'embarquer, tout ce que pouvait vivre et ressentir le héros n'avait que peu d'intérêt à mes yeux. D'autant plus que le héros n'a aucune personnalité, aucune volonté, aucun jugement. Bref, on dirait une coquille vide et le gars aurait pu s'appeler Bernard, André ou Kevin au lieu de Hervé Joncourt. Ça n'aurait fait aucune différence pour moi tant j'avais peu de considération pour ce protagoniste. Je sais pas si les autres œuvres de l'auteur utilisent les mêmes codes et les mêmes procédés narratifs et je crois que j'ai pas envie de vérifier ça. Je pense honnêtement que Alessandro Barrico et moi, c'était pas fait pour matcher et c'est pas grave. Je poursuis avec une suite de saga qui m'aura vraiment déçue et cette déception est d'autant plus grande et vivace que le premier tome avait été un coup de cœur. Je vous parle de Shade of Magic, le tome 2, Shade of Shadows, qui est écrit par V. Schwab et publié chez Lumen. Je vais rester volontairement assez vague pour ne pas spoiler étant donné qu'il s'agit d'une suite de sagas. Dans Shade of Magic, l'autrice part du postulat qu'il existe 4 mondes, tous définis par une couleur et reliés par une ville commune qui est donc Londres. Ainsi, nous avons le Londres rouge où la magie est omniprésente, le Londres gris qui est celui que nous connaissons tous et toutes et où vivent les moldus, le Londres blanc où la magie est une chose très rare et où on tuerait pour obtenir un petit peu plus de pouvoir, et enfin le Londres noir où plus rien ne subsiste puisque la magie a tout détruit sur son passage. Et dans ce deuxième tome, nous retrouvons nos protagonistes, Lila et Kel, à l'occasion d'un tournoi magique. Néanmoins, d'autres complots vont se jouer et ainsi c'est l'équilibre des mondes qui est à nouveau menacé. J'avais adoré le premier tome, l'univers, l'intrigue, les personnages, le style d'écriture. Bref, j'avais eu un coup de cœur pour ce premier tome parce qu'il mettait en avant tout ce que j'aimais retrouver dans les romans de fantasy, à savoir un univers riche, une intrigue passionnante, un duo de personnages dont l'alchimie était palpable et le tout décrit avec un style travaillé et riche. Donc je pensais légitimement retrouver tout ça dans le tome 2, mais que nenni! L'intrigue prend un temps fou à se mettre en place et je doute que le tournoi ait une réelle répercussion sur l'intrigue globale et sur l'univers. Pour moi, c'est plus une excuse, un prétexte pour avoir une suite et pour ainsi reprendre le récit d'une quelconque façon, mais remplacer le tournoi magique par un tournoi de pêche et le résultat est le même. D'autant plus qu'il se fait désirer ce tournoi et qu'une fois arrivé, il est décevant au possible. C'est bâclé, il n'y a aucun enjeu, aucune scène épique. Les personnages ont également beaucoup changé entre le premier et le second tome. Cependant, ce changement n'a pas été bénéfique du tout. Les personnages que j'adorais dans le premier tome sont devenus insupportables. Lila, qui était une jeune femme courageuse avec quelques failles et des difficultés à se confier mais qui n'était en aucun cas malveillante, est devenue hyper égoïste et commet des actes illégaux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à aucun moment elle n'est confrontée aux conséquences de ses actes. On lui fait le gros yeux et puis ça s'arrête là, on continue de la soutenir, de la conseiller, alors que ce qu'elle fait, ce n'est pas simplement être distante avec les personnes qui souhaitent l'aider, non, c'est leur nuire. Et ce n'est pas ça l'essence de ce personnage. Heureusement qu'elle peut rattraper le niveau, il a des pensées et des réflexions intéressantes,
mais il reste bien trop effacé dans ce second tome pour être réellement impactant. Je dirais que le seul point positif dans toute cette histoire, c'est la plume de V.E. Schwab. Au moins, elle sait écrire. C'est toujours soigné, travaillé, les lieux sont bien décrits et l'ambiance bien développée. Après, ça ne suffit pas à sauver le livre du naufrage. On coule juste avec un petit peu plus de style. Je sais pas du tout si je lirai le dernier tome, il est dans ma pile à lire, mais ce second tome m'a vraiment refroidi et j'ai pas envie de me lancer dans ce dernier tome qui est encore plus gros que ses prédécesseurs. Mon avant-dernière déception est le roman Plein ciel de Siècle Vaillant et publié chez Castlemore. Ici, nous suivons l'histoire d'Ivoire, une habitante de la Nébuleuse. C'est une île où l'opéra de Plein ciel fait la pluie et le beau temps. Donc, afin d'éviter les pandémies, les famines ou encore les guerres, il faut que chaque représentation que donne l'opéra soit parfaite. Et donc, chaque habitant de l'île peut être mis au service de l'opéra. C'est ce qui va arriver à Ivoire, qui a la capacité de dompter des rubans. Elle va être repérée par une personne haut placée là-bas et va donc se mettre au service de l'opéra. Néanmoins, elle découvre au sein de celui-ci de nombreux complots et surtout qu'une révolution qui a pour but de destituer le pouvoir en place gronde. Alors là, j'avais repéré ce roman à cause de toute la hype qu'il y avait autour de lui, et ce qui m'intriguait, c'était surtout sa comparaison avec la série La Passe Miroir de Christelle Dabos, série que j'aime beaucoup, et après une première partie plutôt prometteuse où j'étais charmée par l'univers très vivant, très fantasque, très baroque, la suite n'a vraiment pas été à la hauteur. Je passerai sur le fait que l'univers est un melting pot invraisemblable d'éléments scénaristiques et que vouloir tout mettre dans son roman n'est absolument pas une bonne idée, d'autant plus lorsqu'on veut que ce roman soit un one-shot. Je passerai également outre le fait que la Révolution aurait dû mourir dans l'œuf tant les résistants sont désorganisés au possible. Je ne reviendrai pas non plus sur le fait que l'histoire est très mal construite et qu'on dirait un mauvais shonen des années 2000 où il faut une succession de méchants toujours plus méchants qui ont des dessins encore plus méchants. Mais pour un shonen, cette construction narrative s'étale sur plusieurs dizaines de tomes. Ici, Plein ciel condense ça en 600 pages. Il y a également des moments terriblement gênants et malaisants. Déjà, le fait que l'univers soit basé sur une sorte de domination raciale inversée, ça m'a fait tiquer. Et puis, il y a un nombre incalculable de remarques grossophobes dans le récit. Et on n'évitera évidemment pas la glamourisation du sacrifice amoureux. Je mets amoureux avec des tonnes de guillemets autour. Ça faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas mise autant en colère, qui contient autant d'éléments qui me mettent mal à l'aise. Je vais rester très brève et ne pas m'étaler davantage. Si jamais mon avis complet, détaillé et argumenté vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo dans le petit i dans laquelle je vous explique pourquoi, à part dans la première partie de l'histoire, rien ne va dans Plein ciel. Et je termine cette partie des flops avec le roman Nos cœurs disparus, écrit par Céleste Ng et publié chez Sonatine. Petite précision, je ne répéterai pas le nom de l'autrice étant donné que je n'ai pas retenu la prononciation, donc je vais à chaque fois paraphraser par l'autrice. Nos cœurs disparus est une dystopie dans laquelle les États-Unis, à la suite d'une immense crise économique et sociale, ont élaboré un pacte, c'est-à-dire une série de lois visant à promouvoir les valeurs patriotiques et l'Amérique en tant que première puissance économique mondiale. Ce pacte encourage également les comportements racistes et discriminants à l'égard des personnes habitant le continent asiatique et plus particulièrement les Chinois, puisqu'ils ont été désignés comme responsables de la crise qui a mis à mal les États-Unis. Et c'est dans ce contexte que nous suivons le personnage de Bird, un jeune garçon de 12 ou 13 ans qui vit seul avec son père à la suite du départ mystérieux de sa mère. Bird n'a aucune nouvelle de celle-ci et ne connaît absolument pas les raisons qui l'ont poussé à partir de son foyer. Néanmoins, il va recevoir une carte avec des chats et Bird comprend ainsi que sa mère le pousse à la retrouver. Je précise que j'ai découvert ce roman avec sa version audio qui est lue par Caroline Clowes et qui a fait un très bon travail d'interprétation. Elle a une voix très douce, un phrasé très fluide et très agréable. L'histoire avait bien commencé, je trouvais le contexte intriguant et malheureusement tout à fait plausible.
Mais au fur et à mesure que l'histoire avançait, je voyais que le récit peinait à décoller, et une fois la seconde partie entamée, on pataugeait dans la semoule avant de carrément s'y noyer. La narration, qui était très fluide au début, a fini par changer et à devenir lourde, lente, et toutes ces longueurs n'ont cessé de s'accumuler, si bien que j'ai fini par n'écouter que d'une oreille parce que je savais que toutes les informations importantes étaient embourbées dans des tonnes de détails qui se répétaient sans cesse. J'ai remarqué aussi que pour essayer d'attirer à nouveau l'attention du lecteur ou de la lectrice, l'autrice essayait de ménager du suspense, de nous faire croire à un bouleversement énorme, à une action importante qui entraînera des répercussions sur les personnages, qui aura un avant et un après bien marqué, mais tout ça tombe rapidement à plat puisque l'autrice ne propose pas d'actions spectaculaires dans lesquelles les personnages se mettent réellement en danger. Les personnages ne rattrapent pas du tout l'histoire, au contraire, je n'ai jamais vu des personnages aussi passifs et aussi peu concernés par ce qui leur arrivait. Je ne veux pas spoiler les éléments de l'histoire, mais tout est basé sur un énorme malentendu et un manque de réaction claire de la part d'un des personnages. Si ce personnage avait réagi d'une quelconque manière, on n'en serait clairement pas là et il n'y aurait pas d'histoire. Je n'ai pas trouvé Bird particulièrement attachant. Il est aussi très plat, très passif, et j'avais l'impression que ses actions étaient plus guidées par le besoin de faire avancer le scénario que par une pure conviction personnelle. Le seul personnage qui aurait pu sortir du lot, c'est celui de Sadie, l'amie de Bird. Néanmoins, avec ce personnage, on ramène une vision très manichéenne où les personnes qui suivent le pacte ou ont l'air de le suivre, puisqu'on ne connaît pas les véritables convictions et pensées de toute la population américaine, sont en fait des personnes horribles. Personnellement, je trouve ça trop facile de faire cette distinction très manichéenne, d'autant plus qu'on fait passer les parents adoptifs pour des personnes horribles, des collaborateurs du système, mais on n'a vraiment aucun contexte sur qui ils sont, sur comment ils sont choisis, etc. Enfin, le peu de contexte qu'on a, c'est que les parents adoptifs de Sadie, une enfant de 12 ans, je le rappelle, ne veulent pas qu'elle utilise la cuisinière au gaz. Mais Sadie, tu n'as pas besoin de la cuisinière au gaz pour chauffer le lait de tes chocs à Pix. C'est juste du bon sens, enfin. Même si tu n'as pas dans l'idée de brûler la maison, un accident est vite arrivé. Donc pas besoin de t'offusquer et de trouver ces personnes monstrueuses parce qu'elles voudraient éviter de retrouver leur maison en feu. Bref, je m'énerve et je m'égare. Tout ça pour dire que l'histoire aurait pu être intéressante, l'idée de base est bonne, mais l'exécution est trop maladroite, loupe le coche et les personnages ne parviennent vraiment pas à porter l'histoire. On arrive à la toute dernière partie de cette vidéo, à savoir les coups de cœur. Exceptionnellement, il n'y en aura que 4, puisque comme je le disais, même si l'année a été positive dans l'ensemble, j'ai eu du mal à trouver des livres qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait ressentir des tonnes d'émotions, où j'avais pas envie de les terminer, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que je savais que la prochaine lecture avait de grandes chances de ne pas me procurer les mêmes émotions. Mais bref, ces 4 livres ont vraiment réussi à me procurer tout ça et je vais commencer par l'incroyable, l'unique Betty, écrit par Tiffany McDaniel et publié par la maison d'édition Gallmeister. Betty, c'est l'histoire de la mère de l'autrice, Betty Carpenter, qui est la 6e enfant d'une fratrie de 8. Ce qui fait la particularité de Betty, c'est qu'elle ressemble beaucoup à son père qui est Cherokee, tandis que ses frères et sœurs ont pris les traits de leur mère qui, elle, est blanche. Et on va suivre son histoire, son enfance et son adolescence dans l'Ohio des années 50 et 60. Betty, c'est un roman que je pensais ne jamais lire. Si je le connaissais de réputation, je savais qu'il était très difficile à lire, qu'il contenait des sujets vraiment durs, et je l'avais fui jusque-là, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, je n'avais pas eu de bonnes expériences avec la maison d'édition Gallmeister. Mais après la très belle découverte que fut Dans la forêt, je me suis dit que j'allais balayer tous mes a priori et lui donner sa chance. Je pense que je ne regretterai jamais d'être sortie de ma zone de confort et d'avoir découvert ce livre. C'est vraiment une pépite, un diamant brut, et pour moi, ça va devenir un classique de la littérature américaine. Betty, c'est une histoire qui a plein d'aspérités, qui explore en profondeur les instincts et les gestes les plus sombres des êtres humains, mais on ne tombe jamais dans quelque chose de gratuit, de sordide et qui prend un malin plaisir à être violent et sombre. Jamais.
parce que à côté, on nous montre toute la beauté du monde, toute la beauté de l'être humain, toute sa bonté et sa générosité. Oui, c'est peut-être étrange de dire ça d'un livre où il y a des scènes qui m'ont révoltée, où je me suis insurgée face à l'injustice que vivaient Betty et sa famille. Mais Betty, c'est un roman lumineux. Ce qu'on retient, ce ne sont pas les drames, les moments où tout semble s'effondrer pour la famille Carpenter. Non, ce qu'on retient, ce sont les moments où le temps semble suspendu, les moments doux où on sent que la vie, elle peut être belle et paisible. Le tout est porté par des personnages forts, imparfaits et terriblement humains et attachants. On a de la compassion pour eux, on ressent toutes leurs émotions, on doute avec eux, on s'amuse avec eux. C'est un peu comme si on devenait un membre à part entière de la famille Carpenter. Et puis, que dire de la plume de Tiffany McDaniel ? Dès les premières phrases, j'ai été séduite par sa prose, par son style, par le soin qu'elle met dans la narration, dans les mots qu'elle choisit. Chaque phrase, chaque paragraphe sonne juste, tape là où il faut et sait susciter une émotion réelle chez le lecteur ou la lectrice. Je ne le dirai sûrement jamais assez, mais lisez Betty de Tiffany McDaniel, ce roman est incroyable et il saura vous toucher et vous émouvoir. Et si je répète à longueur de temps, lisez Betty de Tiffany McDaniel, j'ai une variante qui s'intitule Lisez Du côté sauvage de Tiffany McDaniel qui est édité chez Gallmeister. Du côté sauvage raconte l'histoire de deux jumelles, Ark et Daffy, qui vivent une existence précaire dans la petite ville de Chillicothe dans l'Ohio, mais toutes les deux rêvent d'une vie plus douce où il n'y aurait plus ni violence ni drogue dans leur quotidien. Mais tandis que les deux jeunes filles aspirent à mieux et tentent de fuir le côté sauvage, leurs amies disparaissent peu à peu et sont retrouvées mortes dans la rivière près de chez elles. Du côté sauvage est inspiré d'un fait réel. Il y a quelques années, des jeunes femmes ont été retrouvées sans vie dans la petite ville de Chillicothe dans l'Ohio et dans ses alentours. Les enquêteurs ont rapidement écarté la piste du suicide, mais pour autant, on n'a jamais trouvé le coupable présumé de tous ces meurtres. Et Tiffany McDaniel va rendre hommage à toutes ces femmes, leur donner une voix, mais aussi donner une voix et une parole à toutes les femmes, à celles qu'on n'écoute pas, à celles qui ne rentrent pas dans le moule. Et ce roman a été un énorme coup de cœur. Ça a vraiment été une claque, un coup de poing. L'histoire d'Ark et Daffy m'a vraiment émue, touchée, et elle s'est imprimée dans ma mémoire comme pour Betty. C'est une histoire aussi rude à lire qui aborde plein de sujets délicats comme l'addiction, la précarité, la violence physique et mentale. Mais encore une fois, dans toute cette noirceur, on a des moments terriblement beaux, lumineux, où la vie est douce et où on sent une puissante sororité, un lien sincère qui unit toutes ces femmes. Et ça démontre encore une fois l'équilibre et la justesse dont fait preuve Tiffany McDaniel. Il y a plein d'auteurs et d'autrices qui abusent du sordide et du glauque pour parler de sujets difficiles, pour interpeller, choquer et espérer rester dans les mémoires. Mais je trouve que ça sonne souvent faux, que le traitement est superficiel et dérangeant. On n'a pas besoin d'aller toujours plus loin, de surenchérir pour avoir un quelconque impact. Ark et Daffy sont deux héroïnes inoubliables. Deux femmes fortes qui luttent de toute leur force pour fuir le côté sauvage. Mais elles restent humaines et faillibles et leur combat ne sera pas de tout repos. Et le style d'écriture était à nouveau sublime. Que dire de plus si ce n'est que cette femme a de l'or entre les doigts et que tout ce qu'elle écrit est magnifique et que je n'ai qu'une seule hâte, découvrir l'été où tout a fondu en 2025. Je suis absolument certaine que je vais adorer ce roman. Bref, lisez du Tiffany McDaniel, peu importe le titre. J'avais rapidement évoqué Une belle vie de Virginie Grimaldi paru chez Flammarion dans ma vidéo sur les cadeaux de Noël à offrir aux lecteurs et aux lectrices et je vous avais dit que ça avait été un coup de cœur totalement inattendu. Ici, nous suivons donc les personnages de Agathe et Emma, deux sœurs qui se retrouvent pour une semaine de vacances au Pays Basque afin de vider la maison de leur grand-mère récemment décédée, mais aussi pour renouer des liens puisqu'elles ne se sont plus parlé depuis près de 5 ans. C'était mon tout premier livre de Virginie Grimaldi et au vu de ce que j'ai lu, ce ne sera pas le dernier. L'autrice nous dépeint une histoire très touchante, un peu douce amère où je n'ai pas cessé de passer d'une émotion à une autre. Des rires, aux larmes, à la colère, à l'incompréhension, au soulagement, de nouveau les rires, de nouveau les larmes et tout ça naturellement.
À aucun moment on ne sort les violons ou des pancartes qui indiqueraient ce qu'il faudrait ressentir. Tout vient vraiment naturellement. C'est aussi une histoire qui aborde beaucoup de sujets et ils sont traités avec justesse. On parle de relations familiales dysfonctionnelles, de traumatisme, de santé mentale, de sororité. Et je vais pas tout lister ici afin de ne pas vous spoiler, mais tous ces sujets vont forcément parler à tout le monde parce qu'ils sont constitutifs de la vie et que tout le monde va se retrouver dans l'un des sujets abordés. J'ai adoré découvrir l'histoire du point de vue des deux sœurs. Je trouve que c'est intelligent de mettre en lumière les événements qu'elles ont vécus en montrant qu'elles n'ont pas perçu les choses de la même manière, qu'elles n'ont pas forcément conscientisé les mêmes événements, qu'elles n'ont pas ressenti les mêmes émotions. Mais pour autant, chacun des points de vue était précieux et était décrit avec beaucoup de justesse. Pour ce qui est des personnages, j'ai adoré les deux sœurs. Même si, du fait de ma position de cadette dans ma fratrie, je me suis bien plus reconnue dans le personnage d'Agathe. Le personnage de Emma est tout aussi attachant et agréable à suivre, surtout quand on voit que son côté rigide n'est qu'une façade et que c'est une femme qui est drôle, solaire, intelligente et déterminée. Ça a vraiment été un coup de cœur inattendu. Je ne pensais pas que l'histoire me prendrait autant à la gorge, que je serais aussi investie dans ce récit, que je chercherais à tout prix à comprendre pourquoi Emma et Agathe ne se parlaient plus, qu'est-ce qui pouvait avoir mal tourné. C'est clair qu'en 2025, j'ai envie de lire d'autres romans de l'autrice. On m'a notamment conseillé Il est grand temps de rallumer les étoiles, qui parle notamment d'un road trip en Scandinavie, et ça a l'air vraiment dépaysant et touchant. Je termine cette longue vidéo par mon tout dernier coup de cœur de l'année, qui est donc Du thé pour les fantômes. C'est un roman écrit par Chris Vulkisevic et publié par la maison d'édition de Noël. Je pense qu'au vu du résumé, vous allez comprendre que mes coups de cœur ont pas mal tourné autour d'histoires familiales, de sororité et de résilience. Du thé pour les fantômes se déroule en Provence et nous suivons deux jumelles, Félicité et Agonie. Félicité, c'est une passeuse de fantômes et elle est adulée par sa mère. Tandis qu'Agonie, elle, c'est une sorcière et elle est surtout ignorée et maltraitée par sa mère. Et alors que les deux sœurs vont se perdre de vue pendant une trentaine d'années, leur mère va décéder. Félicité et Agonie vont donc devoir enquêter pour retrouver son fantôme, récolter ses dernières paroles, mais aussi comprendre pourquoi la relation qu'elles avaient avec leur mère était aussi malsaine. C'est un roman qui a vraiment su me séduire du début jusqu'à la fin et qui arrive à proposer une ambiance, des sujets et des réflexions qui sont peu exploités dans la littérature de l'imaginaire. On parle de traumatisme intergénérationnel, de liens toxiques, que ce soit en abreuvant l'autre d'un amour, encore une fois entre guillemets, infini, quitte à l'enchaîner à soi et à penser qu'elle nous appartient comme si c'était un objet sans volonté propre, ou d'un autre côté en ignorant arbitrairement une personne, en décidant sans même remettre en cause son jugement qu'on la déteste et que c'est quelqu'un de fondamentalement mauvais. Et toute cette quête se déroule dans une ambiance chaleureuse, un peu feutrée, puisque le narrateur nous raconte cette histoire autour d'une tasse de thé fumante, alors que dehors il pleut à verse. J'ai vraiment été touchée par la justesse de cette histoire, par son ambiance singulière, mais aussi par les personnages, Félicité et Agonie, qui essayent de se comprendre, qui tâtonnent, qui ne parviennent pas à communiquer de manière saine, mais qui peu à peu vont s'ouvrir, se parler et accepter leurs différences, mais aussi leur complémentarité. C'était une très belle histoire, très poétique. La plume de l'autrice est très travaillée et retranscrit à merveille tous les décors et les ambiances qui infusent le récit. Que ce soit le salon de thé, les petits villages isolés de Provence ou encore les grandes terres arides de l'Espagne, on sent que l'autrice a vraiment voulu nous faire voyager et nous plonger corps et âme dans ces différents lieux. Pour moi, c'est pas étonnant que le roman ait remporté plusieurs prix, notamment celui du Grand Prix de l'Imaginaire. C'est un roman à découvrir de toute urgence, surtout si on a envie d'un titre qui propose quelque chose de nouveau et qui parle de sujets un peu ignorés dans la littérature de l'imaginaire. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos plus belles lectures et vos déceptions dans les commentaires. Je serais ravie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à me dire avec quelle lecture vous allez commencer l'année 2025. Et puis n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu,
à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.